Moteur, ça tourne, action! C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace. Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors, Joseph qui arbore son look de nouveau retraité avec casquette et chemise de chasse. Voilà. Tout ce qui me manque, c'est le panache de l'orignal accroché au mur à côté. Là. Joseph, on continue avec nos films sur les nazis parce qu'il y a eu, oui, bien sûr, il y a eu la levation debout à un Ukrainien qui faisait partie des nazis, mais on a appris aussi qu'en 87, on a décerné l'Ordre du Canada à un ancien soldat des Waffen-SS et Mme Mary Simon a dû s'excuser. Donc, encore un ancien nazi. On va continuer. Et tu vas nous parler d'un de tes films coup de cœur, Mephisto. C'est quoi ça? Bon, écoute un extrait, premièrement, tout de suite. Vas-y. Mephisto. Est-ce qu'on a l'extrait de Mephisto? Bon, on continue. Vas-y, toi. Alors, parle-moi de ce film-là. Tu as utilisé le mot coup de cœur. Honnêtement, Richard, c'est un mot faible. Pour je ne sais quelle raison. Tu sais comme moi que les cinéastes, les cinéphiles hard, comme toi pis moi, on peut des fois tomber en pamoison pour des raisons totalement irrationnelles sur un film excellent, mais il y a un je ne sais quoi qui fait que ça devient un de tes films cultes, un de tes films fétiches. Alors ça, Mephisto, c'est un des grands films de ma période, disons, jeune adulte. Alors c'est un film qui sort en 1981, qui gagne l'Oscar du meilleur film étranger. Le réalisateur est un Hongrois assez peu connu, István Szabó. Voilà. Et il y a quelques années, voulant revivre à ma jeunesse, tu sais, le gars qui veut pas trop vieillir, mais qui accepte de vieillir, je me commande évidemment le DVD à un prix absurdement élevé. Il arrive en importation d'Allemagne. Oups, il n'y a pas de sous-titres. Alors évidemment, ma connaissance de l'allemand est un peu limitée. Bon, essentiellement, donc, c'est un film basé sur un célèbre roman de Klaus Mann, paru en 1936, longtemps interdit en Allemagne, qui s'appelait Mephisto. Le film reprend le titre. Et ça raconte l'histoire d'un acteur de théâtre qui s'appelle Hendrik Hofgen, joué par le fabuleux Klaus Maria Brandauer, et c'est basé sur l'histoire d'un acteur de théâtre qui a réellement existé, qui s'appelait Gustav Gründgens. Alors évidemment, comme fréquemment dans le milieu du théâtre, Hendrik Hofgen fréquente les milieux progressistes, l'avant-garde, il a même une conjointe à la peau foncée, et il connaît le succès en jouant le rôle de Mephisto dans Faust, le fameux conte allemand décliné de mille et une manières, qui raconte évidemment l'histoire du vieux docteur Faust qui vend son âme au diable, Mephisto, pour rester éternellement jeune. Alors évidemment, dans cette adaptation, l'acteur joue le diable Mephisto. Il connaît un grand succès avec cette pièce, et donc il pénètre dans les arcanes du régime nazi, il devient populaire, il devient le chouchou du régime, et pendant ce temps-là, la répression s'abat sur tous ses amis du milieu théâtral, parce qu'ils sont de gauche, juifs, homosexuels, mais lui, évidemment, il fraye maintenant avec le pouvoir, il est dans le sein des saints, et il choisit de ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. À un moment donné, il a cependant une crise de conscience. Il dit à son ministre de la Culture et de la Propagande, son protecteur, un gros qui personnifie Göring, bien que le ministre des Arts était Goebbels dans la vraie Allemagne nazie, il lui dit, on devrait peut-être faire attention. Et là, on lui serre les tu sais quoi en lui disant, écoute mon grand, là, t'as pas compris, là. Tu travailles maintenant pour le régime et nous pouvons t'écraser comme une mouche si tu le veux. Donc, si tu veux, lui qui a connu la gloire en jouant Mephisto, le diable, réalise qu'en fait, il est Faust, celui qui vend son âme au diable. Et dans ce film, je crois, il y a deux leçons qui m'ont marqué. La première, Richard, c'est que le mal peut exercer une fascination quand il se drape
dans une esthétique séduisante. Regarde comment les nazis maîtrisaient, tu te rappelles évidemment des célèbres films de Leni Riefenstahl, comment les nazis maîtrisaient la mise en scène, les parades, les torches enflammées, cette impression de puissance virile, et ça peut hypnotiser quand c'est bien fait. Et la deuxième leçon, c'est oui, c'est beau l'ambition, mais attention à ne pas vendre son âme au diable. Et plus les historiens fouillent, plus on découvre de très grands artistes qui ont copiné avec le régime nazi. On en apprend maintenant des belles sur le grand chef d'orchestre Herbert von Karajan, qui a essayé de faire passer ça pour une erreur de jeunesse. Voyons donc, il était un nazi enthousiaste. Même chose pour Heidegger, peut-être le philosophe le plus célèbre de la première moitié du 20e siècle, Arno Breker, le grand sculpteur. Ils sont nombreux à avoir copié avec... Cocteau qui tripait sur Arno Breker, Coco Chanel qui a eu un amant nazi. Louis-Ferdinand Céline, enfin, on ne les compte plus. Oui. Il y a une fascination du mal qui est absolument indéniable. En tout cas, bref, pour nos auditeurs, si vous voyez passer ça, Méphisto, c'est un film phénoménal, fabuleux. Écoute, j'ai un autre film. C'est un film très austère. J'avoue que c'est pas particulièrement trippant de regarder ce film-là, mais je veux te parler de ce film-là parce que j'aime le message qu'il y a derrière. C'est un film qui dure 6 ou 8 heures. Hitler, un film d'Allemagne de Hans-Jürgen Sieberberg en 1977. Je sais pas si Jean-François, est-ce qu'on a l'extrait d'Hitler, un film d'Allemagne? And then came one who knew that the greater the sacrifice, the greater the God. And who knew that blood sacrifices would be demanded for the sacred treasures of art and morals on the altar of their belief. Alors, ça se passe dans un loft. C'est un énorme loft. C'est un genre de performance avec des marionnettes et tout ça, des projections sur les murs. C'est comme de l'art contemporain. Mais ce que dit Hans-Jürgen Sieberberg, Joseph, c'est qu'il dit... Le nazisme n'était pas un accident de l'histoire. Dans l'histoire de l'Allemagne, le nazisme est inscrit au cœur même de la culture allemande. Lorsqu'on voit des penseurs comme Hegel, qui est un penseur qui veut tout expliquer, qui a comme un genre de pensée totalitaire. Lorsqu'on voit la peinture allemande, le romantisme allemand qui célèbre la beauté de la nature, le retour à la nature pure, la nature, la puissance de la nature et tout ça. Donc, Sieberberg, avec toutes sortes d'exemples, dit le nazisme n'est pas un accident de l'histoire. Le nazisme est inscrit dans les gènes de la culture allemande. Et qu'est-ce que tu en penses de cette thèse-là? C'est une thèse... Écoute, c'est extrêmement discuté. Il y a beaucoup de travaux qui ont emprunté cette veine-là. Il y a quelques années, par exemple, un jeune historien américain juif, Daniel Jonah Goldhagen, a publié un livre qui a fait un tollé en Allemagne, dans lequel il disait, non, les camps de concentration et les camps d'extermination sont l'aboutissement logique de quelque chose qui était déjà là dans la culture allemande. Alors évidemment, c'est tout facile. Et qui disait, les Allemands savaient qu'il existait des Exactement, camps. Ils savaient. Et ils se fermaient la gueule. C'est pas vrai qu'ils ne le savaient pas. Et rappelle-toi certains passages dans Shoah de Claude Lanzmann, où évidemment, les gens, de manière très ambiguë, disent « Ben oui, on voyait de la fumée monter, puis ça sentait pas bon, puis on se demandait, puis... » Alors évidemment, oui, ça vient fouiller au tréfonds de toutes les complexités. Mais pour revenir à Hitler de Sieberberg... Oh mon Dieu, Richard, j'ai vu ça dans un film, dans un cinéma d'art et d'essai aujourd'hui disparu, comme ils sont tous disparus. Et pendant la première heure, on se regardait entre nous en se disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, quand arrivent les pantins, on se demandait, mais c'est quoi cette affaire-là? On avait été prévenus. Oui, on avait été prévenus que ça allait durer 8 heures. Puis à un moment donné, on s'était tous parés pour un marathon. Au bout de 4 heures, il y a une pause avec des biscuits puis du café en arrière. Et je me rappelle, pendant la projection,
pleuvait dehors, ce qui donnait une atmosphère wagnérienne, valkyrienne, apocalyptique à toute la patente. Là. Il parle de Wagner aussi en disant qu'il était... Et à la toute fin du film, il y a Hitler qui se lève de sa tombe. Évidemment, c'est bon l'apogée de ce film-là. Écoute, très rapidement, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, on a un extrait. Blow up the basket. I'm gonna give you a little something you can't take off. Ce que j'adore de Tarantino dans deux de ses films, ça et Once Upon a Time in Hollywood, c'est qu'il refait l'histoire. Alors, dans Inglourious Basterds, Hitler se fait tuer par des soldats américains à la mitraillette. Il se fait tuer. Et on lance-flamme. Et on lance-flamme aussi. Et dans Once Upon a Time in America, Charles Manson n'a pas le temps de tuer Sharon Tate. Il se fait tuer au lance-flamme, lui aussi, avant, par les voisins de Roman Polanski. Alors, Tarantino dit, l'histoire était plate, ça s'est mal passé. J'aurais aimé ça que Hitler se fasse tuer par les Américains, mais c'est quoi? On va le filmer. On va refaire l'histoire. Dans Inglourious Bastard, rappelle-toi la scène d'ouverture avec le fermier qui dit à ses filles, allez, éloignez-vous un petit peu, et le maniaque, joué par Christoph Waltz, qui demande un verre de lait, et qui là l'interroge, cachez-vous ou pas une famille? C'est une scène de suspense extraordinaire. Et qui a une pipe bavaroise absolument incroyable, un esprit de grosse pipe allemande, là. Et Hitler est montré comme un fantoche, un clown grotesque. Et autant Leni Riefenstahl le montrait quasiment comme un dieu, autant lui, il montre que c'est un clown. Est-ce qu'on a le droit de dire que Leni Riefenstahl était une grande réalisatrice, même si elle faisait des films de propagande pour les nazis? Alors, Richard, encore une fois, avec des gants blancs jusqu'aux épaules, oui, on a le droit de dire ça. C'était une grande cinéaste, malgré sa dérive morale, tout comme, et là-dessus, comme on dit dans les westerns, I will stand my ground. Louis-Ferdinand Céline était humainement une ordure, qui a écrit des choses épouvantable, ça ne l'empêche pas d'être un des plus grands écrivains du 20e siècle. Et si, évidemment, on commençait à juger de l'art et à vider les bibliothèques ou à vider les cinémathèques en imposant les critères moraux d'aujourd'hui, il nous resterait quoi à visionner? Du Disney? Et rappelle-toi dans Inglourious Basterds, rappelle-toi quand Brad Pitt, en pseudo-italien, doit faire semblant qu'il parle un pseudo-allemand, c'est à mourir de rire. Là. Et il y a personne comme Tarantino pour alterner entre le drame et le comique. Tu sais qu'il y a une journaliste culturelle de Radio-Canada qui a dit que Testament de Denis Arcand, c'était irresponsable. C'est irresponsable de faire des films comme ça parce que ça alimente le cynisme dans la population. J'ai également entendu qu'il était réactionnaire, qu'un vieux monsieur dise tout simplement, je ne comprends plus mon époque et, à vrai dire, savez-vous, je ne l'aime pas beaucoup. Il paraît que c'est réactionnaire. Il paraît que si c'est moderne et nouveau, c'est forcément bon. Non, je m'excuse, là. Cela dit, j'ai pas encore été le voir. Je te reviens là-dessus. OK, parfait. Écoute, quel plaisir de te parler. Merci. Bon long week-end, mon cher. Au plaisir. Se parle mardi. Merci à toute l'équipe formidable qui m'entoure. Merci Florence Lamoureux à la recherche, Marianne Bessette. Merci Cybèle Olivier qui est là dans la régie. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde. Merci. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Passez un super bon long week-end de 3 jours. On se reparle mardi 8h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.